Bonjour à tous. Dans ce nouveau podcast, nous allons vous introduire à la deuxième phase industrielle du Canada. Pour commencer, elle a débuté en 1896 et elle a terminé en 1929. Elle est caractérisée par le développement de nouveaux secteurs industriels et l'utilisation de nouvelles sources d'énergie, notamment l'hydroélectricité. La façon de produire des biens va changer. La production se fera à grande échelle et la gestion du temps de travail sera plus organisée. De nouvelles industries s'installent près des ressources naturelles permettant à de nouvelles régions du pays de se développer rapidement. Les premiers secteurs industriels se développent encore au cours de la deuxième phase d'industrialisation. Celle-ci est qualifiée par l'avènement de l'électricité et l'exploitation des ressources naturelles. Le Québec, l'Ontario et la Colombie-Britannique vont profiter le plus de cet essor industriel puisqu'ils possèdent une grande quantité de ressources naturelles exploitables. Le territoire est traversé par plusieurs rivières à débit élevé qui offrent un potentiel d'hydroélectricité. Le territoire du Québec compte beaucoup de rivières. Elle devient le centre du développement électrique. Le début du 20e siècle marque le début de la construction des barrages et des centrales hydroélectriques. La croissance industrielle du Québec est favorisée par l'émergence des centrales électriques. Les principaux secteurs qui se développent sont la transformation des minerais, les industries de pâte et papier, l'hydroélectricité, l'électrométallurgie et l'électrochimie. L'exploitation des ressources naturelles comme l'eau, le bois, le cuivre, l'argent, l'or, le zinc et l'amiante est importante. Les régions qui possèdent ces ressources connaissent un essor particulier. L'aluminium, le cuivre, l'amiante et le nickel sont importants pour la production d'électricité, les usines de production chimique, l'industrie automobile et etc. Les ressources naturelles alimentent également les manufactures et les usines, collaborant ainsi à leur développement. Entre 1913 et 1920, la production de pâte et papier du Canada a triplé. Il deviendra alors le premier exportateur de papier journal au monde. Wilfrid Laurier, le premier ministre du Canada à cette époque, poursuit la politique protectionniste mise en place par le gouvernement MacDonald. Il y a des droits de douane élevés sur les produits importés. Les libéraux mettent en place une politique qui s'inspire du libéralisme économique. L'État québécois doit alors exploiter ses ressources naturelles puisqu'il en est le propriétaire. Il faut un permis du gouvernement ou verser des redevances afin de pouvoir exploiter les ressources naturelles de la province. L'État québécois va en tirer d'importants revenus. En 1897, les libéraux prennent le pouvoir au Québec et le conservent jusqu'en 1936. Après la Confédération de 1867, les secteurs manufacturiers de l'économie sont protégés par les droits de douane mis en place par la politique nationale de 1879. Le but de la plupart des entreprises est de chercher à maximiser leurs profits. Il y a plusieurs stratégies mises en place, comme par exemple, ils vont acquérir des entreprises concurrentes afin d'obtenir la mise en marché exclusive d'un produit. Ensuite, elles peuvent fixer librement le prix. Les Américains et les Britanniques répondent favorablement à la politique du gouvernement libéral. Ils investissent massivement au Québec. L'apport des capitaux étrangers favorise la construction des usines ou leur amélioration ainsi que la création d'emplois. Comme on peut le distinguer sur le graphique, la croissance du Canada s'explique par une intensification de son commerce extérieur et une diversification des produits exportés. Cependant, même si le Canada fournit ses exploitations et il possède une importante croissance, sa balance commerciale avec les étrangers est parfois négative. Dans les années 1920, les activités des succursales américaines dominent certains secteurs industriels du Canada, dont l'assemblage automobile, mais aussi des produits de consommation, les produits chimiques et les pièces d'auto. Pour répondre à la demande, le gouvernement canadien encourage la construction de nouveaux chemins de fer transcontinentaux. En 1919, le Canada compte environ 81 105 km de voies ferrées. Le réseau de télégraphe se développe aussi au Canada. Les modes de communication à distance, le télégraphe, suit généralement les voies ferrées. Les salaires de l'industrie attirent les immigrants et d'autres Canadiens dans les villes où se concentre la plus grande partie de l'activité industrielle. On exploite les immigrants pour qu'ils travaillent, la plus grande partie de la population du Canada devient urbaine. Les conditions de travail qu'ils connaissent et les salaires qu'ils gagnent sont loin d'être satisfaisants. Les environnements de travail sont dangereux, malsains et exigus. Les accidents de travail sont très fréquents. Les salaires sont maigres et les heures de travail sont très épuisantes. Le travail des enfants est une pratique commune. Les syndicats font leur apparition à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle pour combattre l'exploitation de la classe ouvrière. Ils organisent des grèves massives et des manifestations dans les lieux de travail dans tous les pays pendant la guerre. Ils luttent pour avoir des négociations collectives, un salaire minimum, des pensions, des vacances payées, des avantages sociaux, une réglementation des heures de travail et des lois qui les protègent contre les licenciements, les accidents de travail et la discrimination. Le Canada connaît une résurgence de mouvements ouvriers qui le répriment à l'aide des tribunaux. Ils s'implantent avec succès dans des industries et obtiennent une reconnaissance des droits. C'est grâce à tous ces événements marquants et aux représentants courageux et déterminés dans notre histoire qui mèneront à notre Canada d'aujourd'hui organisé et autonome.